Bonjour à tous, bonjour, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pauline Polgar, je suis la directrice de la rédaction de Bâti Actu. Donc comme le disait Philippe, ça fait 5 ans maintenant que nous faisons cet Energy Meeting pour vous donner vos informations à vous professionnels. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces longs mois. C'est un rendez-vous essentiel, tant les défis sont grands pour notre secteur et notamment sur le marché de la rénovation. Et pour commencer notre journée, je vous propose de faire un point d'étape sur le plan de relance et les nouvelles actions d'accompagnement pour accélérer la rénovation énergétique. Et pour ce faire, je vais vous demander d'accueillir à mes côtés donc Anne-Lise Doleron, coordinatrice interministérielle du plan de rénovation énergétique des bâtiments pour le ministère de la Transition écologique et pour le ministère du Logement. Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Et enfin, je suis très heureuse également d'accueillir M. Boissier, directeur général de l'ADEME. Je vous laisse vous installer. Merci vraiment à tous les trois de votre présence à mes côtés. Alors peut-être ces derniers mois, on le sait, ont été très riches en actualité pour le secteur de la rénovation, on le disait, notamment porté par le plan de relance du gouvernement, mais aussi dans la continuité de tout ce qui avait pu se faire avant. Il y avait un plan de rénovation énergétique qui se mettait en place, et ce sur l'ensemble des marchés concernés, c'est-à-dire bâtiments tertiaires et publics, mais aussi, et bien sûr, le logement. Pour commencer, Anne-Lise Doleron-Vocard, pouvez-vous nous peut-être faire un petit point sur le contexte dans le cadre des marchés des bâtiments tertiaires et publics? Quel premier bilan d'étape pouvez-vous faire? Merci Pauline, bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez dit, le plan de relance, et comme l'a dit Philippe en introduction, le plan de relance en matière de rénovation des bâtiments, c'est près de 7 milliards, c'est 6,7 milliards exactement. Et sur ces 6,7 milliards, il y a 4 milliards qui sont consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments publics, c'est-à-dire bâtiments de l'État et bâtiments des collectivités locales. Et cette impulsion spécifique sur les bâtiments publics, ça a été à la fois un choix résolu du gouvernement, un choix salué également par l'Europe, parce que le plan européen d'investissement pour une croissance verte consacre lui aussi la rénovation des bâtiments publics. Et à un an de lancement de ce plan de relance, on mesure déjà, et on verra si la présidente Lecomte nous le confirme, mais sur le terrain, sur l'ensemble des territoires, on constate déjà l'impulsion donnée par ce plan de relance. Sur les bâtiments de l'État, à la suite d'un appel à projet qui a eu lieu à l'automne dernier, c'est un peu plus de 4200 bâtiments qui ont été éligibles au financement du plan de relance de l'économie, avec, pour vous donner des ordres de grandeur, 1,3 milliard à peu près sur ce qu'on appelle les bâtiments de grosse envergure, les gros projets de rénovation, 1,3 milliard, 1,4 milliard sur des plus petits projets, et donc avec vraiment dans le choix de l'éligibilité de ces projets, vraiment ne pas uniquement consacrer la rénovation des grosses cités administratives. J'ai rien pour tous d'entre vous qui travaillent sur la rénovation des cités administratives, mais il faut vraiment avoir une pluralité de bâtiments éligibles. Et puis, je crois, une impulsion aussi très forte donnée aux bâtiments de l'enseignement, bâtiments d'enseignement supérieur, qui sont là aussi plus d'un tiers des projets éligibles sur ces bâtiments de l'État. Ça, c'est un premier volet qui est véritablement sur la rénovation des bâtiments de l'État, avec aujourd'hui une petite moitié de ces bâtiments dont les marchés sont déjà notifiés ou engagés, et une accélération d'ici la fin de l'année de l'engagement de ces marchés. Et puis l'autre versant des bâtiments publics, c'est bien entendu la rénovation des bâtiments des collectivités. Et là, le véhicule qui a été choisi, c'est de doter ce qu'on appelle la DSIL et la DSID, qui sont des lignes de programmation aux mains des préfets pour la rénovation du patrimoine. Et là, on a eu une dotation exceptionnelle de ces lignes pour aller financer les bâtiments des collectivités locales. Et là encore, en toute logique, les bâtiments scolaires ont été particulièrement révélés dans ces appels à manifestation d'intérêt et ces appels à projets. Et je crois que le plan de relance, il est venu donner cette impulsion financière en pleine complémentarité et en pleine cohérence à des actions déjà menées ces dernières années. La première, c'est que cette impulsion donnée par la relance, elle met les acteurs des bâtiments publics, l'État
en tant que propriétaires ou locataires, ou les collectivités sur la voie du décret tertiaire. Et je crois que Fabrice en parlera, mais on a, et c'était un peu l'Arlésienne hein, sur ces 5 dernières années d'Energy Meeting, pour avoir été à cette tribune ces dernières années, longtemps parlé du dispositif éco-énergie tertiaire et du décret tertiaire. Et là, on a aujourd'hui les textes qui sont publiés, les équipes de l'ADEME et du ministère qui travaillent à la mise en place de la plateforme Opérate de suivi des consommations. Fabrice y reviendra. Et donc, on est vraiment dans une trajectoire opérationnelle pour la rénovation de ce parc tertiaire. Et puis, du côté des collectivités locales, je voulais repartager avec vous qu'il y a un programme d'action et d'accompagnement des collectivités qui s'appelle le programme ACTE, qui est un programme financé par les certificats d'économie d'énergie et qui a vocation à faire ce dont on parlera tout à l'heure pour la rénovation des logements, à faire pour les collectivités territoriales ce guichet unique d'accompagnement des collectivités en structurant un point d'entrée unique d'accompagnement des collectivités pour la rénovation de leur patrimoine. Et donc vous voyez bien que sur le segment du parc tertiaire, on a à la fois structuré l'accompagnement, avec ce programme ACTE pour les collectivités, la trajectoire réglementaire et l'accompagnement avec la plateforme Opérate et l'ensemble des dispositifs financiers avec le plan de relance. Alors justement, Annelise, vous nous en parlez à l'instant. Monsieur Boissier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet accompagnement? Vous êtes très impliqué à l'ADEME. Oui, bonjour à tous. Effectivement, l'ADEME travaille aux côtés des acteurs du bâtiment et notamment les bâtiments tertiaires avec les 2 volets qu'a évoqué Annelise, hein, à la fois l'accompagnement réglementaire et puis l'accompagnement méthodologique. Donc sur l'accompagnement réglementaire, le décret tertiaire est une réalité, on s'en réjouit tous. Et le rôle de l'ADEME, là, c'est d'opérer la plateforme Opérate, la plateforme unique pour déclarer et suivre les objectifs et les réalisations pour atteindre les moins 40% en 2030, les moins 60% en 2050. Et donc cette plateforme, elle est opérationnelle. J'espère que vous avez déjà eu l'occasion d'aller y jeter un œil pour tous ceux qui sont obligés de remplir leurs données. Nous préparons sa mise en œuvre effective. Alors vous savez sans doute qu'il était prévu qu'au 30 septembre 2021, tous les obligés devaient déclarer leur consommation et leurs objectifs de baisse. Alors à la fois parce que les objectifs 2020 n'étaient pas très significatifs et puis pour permettre de bien finaliser la plateforme, on a repoussé cette échéance au 30 septembre 2022. Donc il reste 1 an avant de déclarer ces bâtiments, ses consommations annuelles 2020-2021 et ses objectifs de réduction. Et donc là on rentre dans une phase où on va avec l'ensemble des acteurs finaliser les fonctionnalités de la plateforme. Là, à partir de septembre jusqu'à la fin de l'année, on va se concerter pour définir les fonctionnalités complémentaires pour que Opérate soit le plus ergonomique possible. Et en 2022, il faudra rentrer dans la mise en œuvre. Et donc cette plateforme, c'est vraiment à la fois un outil pour vous, pour les acteurs, pour suivre leurs objectifs et la manière dont ils avancent. C'est aussi bien sûr un outil pour l'État, suivre l'avancement global et la performance énergétique de notre parc tertiaire, puisqu'on a quand même un enjeu. Le décret tertiaire, il est là pour répondre à l'enjeu de la transition écologique et de faire baisser nos émissions. Donc cette plateforme, elle est opérationnelle, l'échéance du 30 septembre 2022 et une phase de concertation qui débute. Le deuxième rôle de l'ADEME, c'est l'accompagnement un peu méthodologique. Annelise a parlé de ACTE, ce programme C2E. En complémentarité, l'ADEME propose 2 produits principaux. D'abord pour les collectivités, les petites collectivités de moins de 10 000 habitants, les conseillers en énergie partagée, plus de 300 sur le territoire, qui vont permettre à des collectivités qui n'ont souvent pas beaucoup de moyens d'ingénierie de faire les premiers diagnostics, de programmer leurs travaux de rénovation. Et donc d'avoir cette compétence partagée, ça permet aussi de faire du retour d'expérience conjoint entre petites collectivités. Et enfin, des aides financières pour des AMO sur les contrats de performance énergétique là, qui s'adressent à toutes les collectivités. C'est très facilement accessible sur la plateforme Agir pour la transition, plateforme de services Internet de l'ADEME. Et donc ça vous permet d'avoir accès à 50% de subventions sur des AMO. Voilà, j'en dis pas plus à ce stade. Merci beaucoup. Alors Christine, on a vu, les outils sont mis en place, il y a un plan qui est là, etc., des sous, des moyens. Mais alors sur le terrain, ça se passe comment? Vous la voyez cette dynamique? Oui, alors déjà,
Déjà, il faut dire, c'est bien d'avoir mis l'argent sur la réhabilitation et la rénovation. Je pense qu'il faut qu'on s'en félicite tous. Les outils, vous les détaillez, et c'est vrai que ça répond à des besoins que nous, on voit très spécifiquement sur le terrain, notamment le manque d'ingénierie en amont. En fait, là, on parle beaucoup de chiffres, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'ils ont, les élus? Qu'est-ce qu'ils ont? Un bâtiment avec un patrimoine, un état, un diagnostic à faire. Ils savent pas comment prendre la chose, ils savent pas comment monter leurs appels d'offres. Et donc, aujourd'hui, ce besoin d'ingénierie, ce besoin d'accompagnement, il va favoriser la qualité. Donc nous, ce qu'on a vu là, peut-être le petit bémol, c'est que on a certains marchés publics qui ont peut-être été montés de manière moins qualitative, parce que effectivement, dans les appels d'offres publics, dans le neuf et la rénovation aujourd'hui, on n'a pas les mêmes contraintes. Et là, je pense, voilà, le concours notamment, quand on est sur des marchés un peu conséquents. Et là, je pense qu'il y a vraiment un appel à faire auprès des pouvoirs publics pour trouver un moyen que les concours soient aussi faits dans le cadre de marchés de maîtrise d'œuvre, de réhabilitation, pour garantir une certaine forme de qualité. En fait, il faut le dire, hein, très concrètement, un appel d'offres, sinon, peut très bien être fait sur le critère prix de la maîtrise d'œuvre. Alors, je suis désolée de parler de ça, mais quand on parle de diagnostic, quand on parle de manière de réfléchir et de prestations intellectuelles, on a forcément besoin d'avoir un minimum d'heures de travail. Et typiquement, c'est comme en médecine, hein, on n'opère pas pareil une jeune femme et une vieille dame, donc c'est pareil dans le bâtiment, donc on a besoin franchement de prendre ces marques. Et donc là, on a besoin collectivement de réfléchir à la manière dont ça se fait. Nous, on a eu quelques échanges, mais plutôt, autant le dire, avec Bercy qu'avec les ministères de la cohésion des territoires, et je pense que ça aurait été bien que ça soit justement peut-être fait d'une manière plus transversale pour permettre justement cette qualité. Alors le deuxième point que je voulais dire, tout ça, c'est pour des améliorations. Hein. Je ne suis pas dans le négatif, je suis là dans une idée de faire progresser. On est tous là pour faire du constructif. Voilà, exactement. La deuxième chose, c'est que le plan de relance, pour le moment, moi, je l'ai beaucoup vu comme étant une dépense pour réhabiliter les bâtiments. Et je trouve qu'on aurait pu essayer, et ce n'est pas terminé, que ça devienne aussi un investissement pour les filières de matériaux locaux. Et donc là, par exemple, dans l'isolation, on a aujourd'hui des filières qui ont besoin de fort développement, de moyens. Je pense aux filières chanvre, par exemple, paille, et qui répondent totalement aux besoins d'aujourd'hui, mais qui sont pas forcément structurés sur tout le territoire. Et donc, on aurait pu profiter, et on doit profiter de ces milliards d'euros d'investissement, de dépenses, pour en faire de l'investissement pour nous, et non pas de la dépense vers des isolants étrangers. Voilà. Bien sûr. Alors, peut-être Anne-Lise, vous voulez... Oui, juste quelques mots plutôt de complément plus que de réaction. Je partage la vigilance de la présidente Lecomte sur la qualité des projets. Je ne me prononcerai pas sur le véhicule pour y arriver, c'est loin de mon champ de compétences. Mais sur la qualité des projets, je voulais peut-être simplement préciser que pour être éligible au plan de relance des bâtiments de l'État ou des bâtiments des collectivités, il y avait déjà un engagement de réduction de la performance, d'amélioration de la performance énergétique de 30%, donc de réduction de 30%, qui est aussi un critère qui a été important du point de vue du regard européen. Vous avez peut-être suivi cet été, on a eu les premiers versements de l'Europe vers la France pour venir concourir à ce plan de relance européen. Et si on les a eus, c'est parce que nos investissements en matière de rénovation énergétique permettait ce gain de 30% sur la performance énergétique. Et je pense que ça, c'est important à rappeler. Ça a été une vraie vigilance dans le choix des projets. Je pense que votre regard très vigilant sur la qualité des projets, il passe, dans ce que disait Fabrice, sur le bon accompagnement. Plus on va accompagner les collectivités, plus on va pouvoir, et les acteurs de l'État, plus on va pouvoir leur montrer l'importance de tous les acteurs dans cette chaîne de rénovation. Et ce qui est important de voir dans l'investissement, c'est que je pense que c'est à juste titre un investissement pour l'avenir, aussi dans la structuration de nos filières. On ne va pas élargir le débat ici parce qu'on pourrait y passer la matinée. Et on n'a pas beaucoup de temps. Mais derrière ça, et derrière ce plan de relance, est en train de se mettre toute une machine de structuration de tous les métiers. Et j'espère que ça va créer un appel d'offres du côté des professions d'architectes, mais plus largement de tous les métiers du bâtiment, parce que derrière ça, il faut structurer la filière de construction et de rénovation en matière de bâtiment durable. On s'en rend compte, c'est un vrai changement de culture aussi. Vous me l'aviez souligné quand on avait préparé cela, Christine. C'est un vrai changement de culture pour tout le monde, pour tous les professionnels, un changement de mentalité. Et vous, Monsieur Boissier, justement, c'est au cœur d'une mission de l'ADEME d'accompagner ces professionnels dans leur formation, notamment. Oui, effectivement.
les professions du bâtiment, elles sont extrêmement diversifiées. Et l'ADEME, on essaie d'accompagner l'écosystème vers cet changement de culture, cette montée en gamme technique pour des nouveaux métiers qui sont ceux de la rénovation. Alors ça se fait à différents niveaux. Hein. Depuis longtemps, on a accompagné RGE. Il y a ensuite la charte engagée pour faire. Madame Lecomte évoquait les enjeux des filières de proximité. Il y a tout ce qu'on fait dans les investissements d'avenir pour faire émerger des champions français sur des nouvelles technologies avec des matériaux biosourcés par exemple. Et donc tout ça, c'est vraiment le travail de l'ADEME d'être aux côtés des acteurs pour essayer de sentir les besoins et d'essayer de trouver des éléments de réponse. Et alors je voudrais insister sur une action qu'on mène dans le cadre du plan de relance. Il n'y a pas que de la dépense pour financer des rénovations. Il y a aussi un peu de communication et d'accompagnement des acteurs. On a 10 millions d'euros, c'est pas beaucoup par rapport aux milliards, mais placés sur de l'intelligence, sur formation et communication, ça peut faire beaucoup, avec 3 objectifs. Un, c'est inciter tous les professionnels à recruter. On voit que le bâtiment repart bien, c'est le moment de recruter et c'est le moment de travailler sur la croissance des entreprises. 2, il faut se former à ces métiers de la rénovation. Et donc, il y a tout l'angle accompagner notamment les petites entreprises, les artisans à avoir ces compétences. Et 3, et c'est sans doute le plus important et souvent le plus oublié, c'est il faut attirer nos jeunes, et d'ailleurs pas que nos jeunes, des gens qui sont aussi en reconversion professionnelle, vers les métiers du bâtiment. Vous le savez ici, c'est quand même des professions fantastiques, à la fois passionnantes, et puis qui apportent un véritable service sociétal. Alors donc on va faire comme d'habitude, on va mettre à disposition des outils méthodologiques pour les entreprises, que ça soit sur les compétences, les outils méthodologiques, mais aussi des guides pour aider à recruter. On va aussi communiquer avec des campagnes médias un peu habituelles. Et une petite action qui me paraît très intéressante et un peu innovante, avec le C3A BTP, on veut lancer le top chef du bâtiment, pour lire en quelques mots, c'est-à-dire essayer de donner envie à tous les téléspectateurs qui pourront aller voir cette web-série, de s'engager dans le bâtiment au travers du suivi de quelques parcours de jeunes, d'apprentis qui sont en train de se former à l'électricité, au métier de l'isolation, à la menuiserie. Et ça va être un peu disruptif, on va dire, comme mode pour attirer les jeunes. Et je pense qu'on va y arriver. Et donc on aura un indicateur de performance sur cette action du plan de relance, à savoir les taux de recrutement dans les entreprises du BTP. Ben c'est ça, accompagner les professionnels justement dans toutes ces mutations, c'est aussi l'objet de cette journée, c'est aussi ce qu'on fait tous les jours sur Bâti Actu. Donc voilà, c'est vrai que c'est important d'accompagner tout cela. Alors, Anne-Lise, il y a quand même un secteur, un marché où beaucoup d'efforts se concentrent également, c'est celui de la rénovation de logements, des efforts financiers à travers des aides incitatives, on le sait, MaPrimeRénov', les C2E, etc., mais aussi par la simplification prochaine du parcours des ménages dans leur démarche de rénovation. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui et surtout quels sont les changements à venir? Parce que c'est là où c'est le plus important. Oui, merci Pauline. Moi, ce que je voulais partager avec vous en matière de rénovation des logements privés, c'est à la fois l'état d'esprit qui nous anime depuis, je sais pas, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années maintenant, et les évolutions à venir vers une transformation en profondeur d'un vrai service public de la rénovation. Aujourd'hui, vous le savez, et c'est ce qui a naturellement fondé la politique publique ces dernières années, on travaillait sous l'angle de la rénovation énergétique des bâtiments parce que ça a été le choix politique qui a été le nôtre il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, et ces derniers mois, on a réinterrogé notre manière de concevoir la politique publique en remettant l'usager au cœur du dispositif. Alors quand je vous dis ça, ça paraît un peu poncif, mais faites l'exercice de faire un parcours de rénovation et de vous interroger en tant que quidam non éclairé sur ces questions, de comprendre un peu tous les irritants sur le parcours. Et en faisant cette analyse que nous avons faite il y a quelques temps, on s'est interrogé du côté des pouvoirs publics sur voilà, toutes les manières d'améliorer ce parcours de la rénovation, et c'est ce qu'on est en train de structurer aujourd'hui. C'est ce que vous pouvez lire en creux dans la loi climat et résilience. Et aujourd'hui, on se dirige à horizon de quelques mois ou petites années vers la vraie structuration d'un service public de la rénovation de l'habitat, c'est-à-dire qui dépasse la seule assiette énergétique et qui va progressivement vers une assiette plus large, qui est la rénovation de l'habitat, parce que le point d'entrée, c'est le logement, et que rares sont ceux d'entre nous qui se lèvent un matin avec l'envie de rénover énergétiquement leur logement. On a envie de rénover son logement et on y embarque de l'énergétique. Certains sourient parce que vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça, mais c'est vrai quand on analyse le parcours. Et du coup, on est en train de finaliser la conception de ce service public de la rénovation de l'habitat dans toutes ces briques servicielles, si je pourrais m'exprimer ainsi. La première, c'est d'avoir
des aides plus simples, plus justes, plus efficaces du point de vue des ménages. Et ça, c'est ce qui est fait depuis 2 ans avec MaPrimeRénov', qui est venu remplacer le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Et aujourd'hui, MaPrimeRénov', elle est ouverte à tous les propriétaires, qu'ils soient occupants, qu'ils soient bailleurs depuis le 1er juillet, qu'ils soient copropriétaires avec MaPrimeRénov' pour les copropriétés. Et ça a fait encore les colonnes de Bâti Actu ce matin sur les excellents chiffres de MaPrimeRénov'. Je pense que la ministre du Logement y reviendra tout à l'heure. On a une très bonne dynamique sur MaPrimeRénov', qui est aussi, je ne sais pas si Christine en dira un mot, mais très suivie par les professionnels. C'est-à-dire que les bons chiffres de MaPrimeRénov' sont aussi dus à l'engagement des professionnels. Donc une vraie volonté d'améliorer la lisibilité de nos aides. Une deuxième brique servicielle, si je puis m'exprimer ainsi, c'est d'améliorer la communication et l'information qu'on fait aux ménages. Et ça, c'est grâce aux équipes de Fabrice et de l'ADEME. C'est la structuration d'un réseau de conseillers sur le territoire qui apporte de l'information et du conseil. Et c'est un réseau de conseillers qui est aujourd'hui soutenu par un programme C2E, qui s'appelle le programme SAR, mais ça c'est du jargon un peu techno. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ce réseau de conseillers qui forme le service public, il a vocation encore à s'accroître et à se renforcer avec un rapprochement de ce réseau avec l'ensemble des opérateurs de l'ANA, un réseau unifié demain dans son animation et une amélioration continue de l'information qu'on va donner aux ménages. C'est dans cette offre servicielle des outils rénovés, fiabilisés. C'est le nouveau diagnostic de performance énergétique. Et puis enfin, c'est la dernière offre servicielle que nous mettons, sur laquelle nous sommes en train de mettre la dernière touche, ou l'une des touches, c'est l'accompagnement. Vous avez vu que la loi climat et résilience, dans la continuité de la Convention climat, dans la continuité du rapport d'Olivier Sichel, consacre la notion d'accompagnement. Je pense que pour un certain nombre de ménages, c'est une brique qui manquait dans sa structuration. Une concertation large a été lancée cet été. On est en train de l'analyser d'un point de vue quantitatif et qualitatif, mais déjà en termes de succès, cette concertation est tout à fait satisfaisante dans son nombre de répondants. Et dans quelques semaines, la ministre du Logement reviendra vers vous sur les prémices de cet accompagnement qui a vocation à se généraliser en 2023. Et donc vraiment l'enjeu des prochaines semaines, c'est en concertation et en co-construction avec les acteurs de la filière, c'est de designer ce qui va être les briques fondamentales de cet accompagnement. Alors justement, Christine, vous êtes partie prenante de cette concertation. Alors, on a cru au départ qu'il y avait des petits soucis des architectes par rapport au rapport Sichel qui se sentaient un peu exclus. Là, vous voulez dire aujourd'hui, non, il n'y a pas de polémique autour de ça? Non, il n'y a pas de polémique pour nous parce qu'en fait, déjà, c'est une évidence. Enfin, voilà, nous, on travaille dans ce domaine depuis des années. Aujourd'hui, quand un rapport Sichel sort, on a 30% des architectes qui viennent nous voir en nous disant « mais non, mais nous, on est acteurs de ça ». Donc, de toute façon, on est une profession d'intérêt public et ça, c'est un service public. Donc voilà, donc on est vraiment complètement liés. Là où on a besoin effectivement de travailler avec l'État, c'est structurer l'offre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait tous, et je pense que l'ADEME et l'État le savent, ça ne sert à rien de dépenser l'argent si c'est pour se retrouver avec des malfaçons. Donc il y a un gros besoin de limiter les rénovations qui sont mal faites. Et ça passe par un bon diagnostic, par du bon conseil, par des bonnes assurances, par un suivi de travaux, par un accompagnement, et aussi de se dire que voilà, l'habitant est bien au cœur du projet. Pourquoi? Parce que chacun vit son bâtiment différemment, donc on a besoin d'être extrêmement près. C'est de l'acupuncture qu'on va faire là. C'est beaucoup plus difficile qu'avant. Et puis en même temps, on a fortement besoin de développer ça. Donc nous, dans le cadre de l'accompagnateur Rénov', on a fait 5 propositions à l'État. Je pense qu'on pourra forcément en discuter ensemble pour les améliorer. 3 qui sont vraiment sur le champ de la proposition servicielle à l'habitant, et 2 qui sont vraiment sur l'innovation et l'expérimentation en se disant, puisqu'on veut massifier, nous on a 2 propositions qui combinent à la fois les typologies de bâti, donc une forme d'AMI sur ça, et une autre sur la densification du tissu pavillonnaire, puisque ça touche énormément ces tissus-là aussi. Donc ça, c'est des offres qu'on fait à l'État, où on sait qu'on aura du répondant derrière au niveau des 30 000 architectes français. Et au-delà de ça, on insiste fortement sur la formation des architectes à la rénovation. Tous les ans, on en forme de plus en plus. Et nos jeunes, dans les écoles d'architecture, savent tous que plus tard, leur matière première,
ça sera le déjà là. Donc le neuf n'est plus l'option principale des jeunes architectes aujourd'hui. Et ça change tout parce qu'on apprend effectivement à mieux connaître les matériaux, à mieux connaître l'existant, à diagnostiquer et à partir d'un état de fait. Et ça, c'est essentiel. Bien sûr. Alors merci beaucoup. Je suis désolée, on a très peu de temps. Monsieur Boissier, je sais que vous êtes très sur l'accompagnement aussi des professionnels là-dessus, en termes de formation, etc. Vous m'en voulez pas, enfin dites un tout petit mot alors. Non, je vais être très bref parce que je pense qu'à la fois Anne-Lise et Madame Lecomte on dit beaucoup de choses. L'ADEME, nous, on accompagne ce changement culturel parce qu'en plus, à l'ADEME, on se projette sur 2050, on voit très bien qu'effectivement, on va aller vers de la rénovation, ça va être le cœur de l'action des professionnels du bâtiment. On a été sur l'accompagnement des particuliers avec les espaces conseillers FR. On a fait x3 grâce au programme SAR sur les financements. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la vague que ça va faire d'accompagnement des particuliers. C'est une première brique par rapport à ce que dit Anne-Lise, mais ça va vraiment s'amplifier. On passe le relais à l'ANA qui va piloter ce travail d'unification de l'accompagnement des particuliers pour ce service public. L'ADEME reste sur l'accompagnement du bâtiment et des professionnels. Voilà. Donc on sait à qui s'adresser quand on est un professionnel du bâtiment. Alice, peut-être un dernier mot, les étapes à venir, le calendrier, oui, un les grands moments. C'est de finaliser cette réforme organisationnelle pour avoir un vrai service public de la rénovation de l'habitat qui sera, comme l'a dit Fabrice, piloté et orchestré par l'Agence nationale de l'habitat. Et si on se projette à quelques mois, notre enjeu collectif, c'est à la fois de suivre finement la fin de ces investissements du plan de relance et d'assurer la finalisation de toutes nos réformes, parce que je crois que ce qu'auront besoin les professionnels en 2022, eu égard les rendez-vous politiques que nous pourrons avoir, c'est de la stabilité dans la politique publique. Donc mon enjeu aujourd'hui, c'est de cranter l'irréversibilité pour qu'on soit sur une politique durable de soutien à la rénovation énergétique. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Je pense qu'on pouvait les applaudir. Merci d'avoir joué le jeu. Je suis désolée qu'on soit aussi contraint par le temps. C'est rare, mais on a déjà réussi à avoir 5-10 minutes dans la vue. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais c'était quand même important. Je suis ravie d'accueillir pour la prochaine intervention Madame Anne Speicher. J'espère que je le dis bien. Vous êtes architecte à l'agence internationale Baumslacher Eberle. Et vous allez nous parler de l'immeuble iconique live de Gecina. Je vous laisse ma place. Merci.